Donc là, nous sommes à la conférence biblique annuelle du mouvement. Et nous voulons donner une révision rapide des réunions de business qui ont été tenues la semaine passée entre les dirigeants du mouvement et FFA, le ministère des dirigeants aux États-Unis. Je suis sûr que vous êtes tous conscients que dans les 3 dernières années, Jeff a parlé de partir à la retraite et de se mettre en retrait dans l'œuvre du ministère. Il a eu des raisons personnelles de santé et la manière dont il a expliqué des raisons prophétiques de le faire. Son désir de partir à la retraite a augmenté au fur et à mesure des années. Il était résolu à le faire. Et nous, on est arrivé à... Ça s'est passé ce printemps, en mars 2019. Là où il a déclaré publiquement qu'il résignerait et que les dirigeants du mouvement, à travers le symbole d'un manteau basé sur l'histoire d'Élie, qui a donné le manteau à Élisée, que lui descendrait et que quelqu'un d'autre prendrait en fait la responsabilité de diriger le mouvement. L'histoire d'Élie et d'Élisée, c'était pas celle qu'il a utilisée, c'était Moïse et Josué. Nous connaissons tous Jean et Jésus, Miller et Snow. Il y a un certain nombre de modèles. C'est un transfert de dirigeants. Beaucoup de personnes qui ont quitté le mouvement sont remontées dans ces lignes prophétiques et ont essayé de faire des jugements sur ce qui se passait dans la ligne de réforme, basés sur ces histoires. De manière assez cohérente dans ce mouvement, nous avons résisté à ces pensées, à ces idées. Quand Jeff a choisi de partir à la retraite et de transférer les responsabilités de lui-même à moi, il y a une histoire derrière cela qui s'étend jusqu'en 2016, là où le sujet de l'organisation avait besoin d'être adressé. Peut-être 1 an à peu près avant, dans les présentations, en 2016, le début de l'année, il y a eu une série de réunions en Arkansas qui a formalisé l'œuvre de l'organisation en Arkansas. 3 frères qui ont pris la position de dirigeants continentaux. Nous avons bien sûr vu l'œuvre dans différentes parties du monde. Et ce qui n'a pas été parlé à ces réunions, c'était le rôle de Jeff. Et la raison de cela, c'est parce que, à cause de sa position dans le mouvement, ils ont senti que ce n'était pas nécessaire de parler de cette position. Il était assumé qu'il était encore le dirigeant. Il était assumé qu'essentiellement il allait continuer à diriger ou aurait une responsabilité des États-Unis. Avant cela, Future for America avait commencé l'école des prophètes et c'est resté quelques années et maintenant ça fait partie de la narrative de l'histoire. Nous retournons au printemps de cette année. Il fait cette déclaration publique qu'il va y avoir un transfert de dirigeants de lui-même à moi. Quand cette décision a été prise, quand la déclaration a été faite, il n'y avait pas de communication entre lui-même et moi. Moi, j'ai découvert cela à travers les vidéos, les présentations, tout comme tout le monde.
J'ai pas été reçu d'avertissement ou de... Sauf il avait, de manière cohérente, il avait dit qu'il allait de toute façon prendre sa retraite. Je voulais juste faire ce point-là. J'étais au milieu d'un planning chargé d'enseignement. Donc rien n'a été fait à ce sujet. À partir du printemps de cette année jusqu'en juin, nous avons eu très peu de communication. C'était juste des communications sur des sujets qui avaient besoin d'être adressés. Donc j'ai vraiment été laissée un peu en arrière sur quel était mon rôle. Thabo, Marco et moi-même, nous nous sommes rencontrés au Canada à un grand meeting. Et alors que nous étions tous ensemble à ce moment-là, une série de réunions pour essayer de répondre à la manière dont on avance dans le mouvement. Jeff avait autrefois communiqué avec nous par email avec une série de questions. Son point de vue sur les choses, et il s'attendait à ce qu'on réponde sur qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que, alors qu'on avance, que c'est notre responsabilité de conduire le mouvement, alors que lui était parti à la retraite. Il y a un composant à cette communication lorsqu'on revient au printemps 2019. Au co-meeting en mars, en Arkansas, une série de présentations, peut-être une ou deux, qui essentiellement traitaient du sujet à moitié raison, à moitié tort. Je ne suis même pas sûre exactement quel était le titre de la présentation, mais c'était l'essence de cette étude. Tess et moi-même étions au Brésil à cette époque. Quand nous avons entendu parler de cette étude, et nous l'avons analysée, cela est devenu très apparent très rapidement quelles étaient les ramifications de ce que cette étude voulait dire. Je vais donner un résumé rapide de ce que c'était, basé sur les lignes de réforme précédentes, particulièrement l'histoire de 1888 et la relation entre Waggoner et Butler, président de la conférence générale. Il y avait une lutte. Cette lutte était basée sur un désaccord précédent avec le père de Waggoner. Donc il y avait une lutte avec le père de Waggoner, son fils, et ensuite il a pris le manteau et a continué cette lutte, son fils. Et dans l'histoire, juste avant 1888, cette lutte a commencé à augmenter. C'était au niveau des dirigeants de l'Église, les Waggoner. Si vous allez dans cette histoire, basée sur l'analyse d'Ellen White, à la fois Butler et Waggoner avaient à moitié raison et à moitié tort. Si je peux dire aussi simplement que ça. L'étude est plus complexe. Si vous allez dans les deux calates, que vous commencez à parler de la loi, certaines personnes sentaient que la loi dont il était parlé, c'était la loi cérémonielle. Et certaines personnes pensaient que c'était la loi morale. Il y a eu ce désaccord. Waggoner et son père étaient dans la position que c'était la loi morale. Butler, qui a conduit la conférence de l'Église, a pris la position selon laquelle c'était la loi cérémonielle. Ils se battaient sur ce sujet. Et Noët a dit ensuite, aucune de leurs positions n'a résonné correcte. Elle a dit, c'est à la fois la loi morale et à la fois la loi cérémonielle. C'est pourquoi l'idée que ils avaient à moitié raison, à moitié tort. Butler avait à moitié raison, c'était cérémoniel, et Butler que c'était moral,
Wagoner, côté cérémoniel. L'opposé, c'est aussi avec Wagoner. Si vous prenez cette histoire et que vous l'amenez dans notre dispensation, ce que Jeff a fait, c'était de prendre cette dynamique et de l'amener dans la dispensation de 2012-2014 de notre mouvement. Nous avons commencé à faire une application pour dire que lui et moi, donc il faisait référence à quoi il était butler et moi j'étais wagoner, que j'ai à moitié raison et à moitié tort. Dans l'application prophétique en 2012, qu'en 2 ans, 2014, il y aurait une loi du dimanche, Daniel 11:41. Il y a eu cette idée que j'avais à moitié raison, qu'il y avait en effet cette loi du dimanche, mais j'avais à moitié tort, parce que ça n'a pas été accompli. Daniel 11:41 n'a pas été accompli. La raison pour laquelle nous avons des préoccupations à propos de cette étude, et on a réfléchi là-dessus, c'est à cause des implications de ce que cela voulait dire. Et ce que Jeff ne semblait pas être conscient lorsqu'il a fait ses assertions dans cette étude, c'était la pensée suivante. Nous comprenons la ligne des prêtres assez bien. En 1989, en septembre, Panium, Raffia, 2014. « 2019, 2021. Panium, Raffia, mois du dimanche. Fin du temps de grâce, second avènement. Ça, c'est la ligne des prêtres telle que nous la comprenons, comme nous la comprenons pour un certain temps, depuis un certain temps. Je pense que tout le monde était en accord avec cela. Moi, je dirais que bien avant le septembre et octobre de l'année dernière, le cri de minuit, ne soit entré dans ce mouvement. Mais cette ligne a été développée depuis. Nous avons une compréhension beaucoup plus claire de comment se rapporter à cette ligne. Si vous voulez faire référence à ce que je vais dire dans un instant, s'il vous plaît, retournez aux études qui ont été faites en France cet été. Si vous voulez regarder au détail de beaucoup des vérités qui ont été présentées au camp meeting à travers cette année, vous devrez regarder les études au Brésil et en France. Particulièrement parce que c'est des classes en fait et c'est fait assez lentement. Les camp meetings en eux-mêmes, certaines des positions de ce qu'on avait vu étaient là également. Donc lorsque vous prenez cette ligne, nous pouvons en fait casser la ligne en 4 parties. Donc on peut prendre une histoire unique qui peut être cassée en 4 segments et lorsqu'on fait cela, chacun de ces 4 segments a en fait un nouveau début. Si vous retournez dans l'étude que nous avons fait au camp meeting, vous allez voir que nous avons parlé de cela auparavant. Donc ça, ce serait le début. Je vais mettre le commencement pour le C, le commencement. Donc on a 4 commencements. Ça veut dire qu'on peut prendre chacune de ces dispensations et les mettre les unes sur les autres. On peut faire ligne sur ligne, dans l'histoire même de la ligne des prêtres. C'est assez bien établi, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça, ou pourquoi et comment on peut faire ça. La raison pour laquelle cela devient important, c'est à cause de la tension d'une ligne de progression et d'une ligne de répétition et élargissement. Parce que si vous allez dans cette histoire, nous savons que nous avons 2 dates ici,
2 ici, 2 ici. Donc par logique, sur le témoignage de 2, on en a 2 ici. Nous réalisons qu'il y a 2 balises dans chaque dispensation histoire. Et alors qu'on passe de cela progressivement, les implications de cela ne sont pas apparentes. Une partie des raisons pour lesquelles on n'y voit pas, c'est parce que nous avons une mauvaise habitude dans notre mouvement de ne pas faire passer un fil conducteur, une histoire dans notre ligne. Et nous voyons maintenant que c'est critique, que c'est vraiment important de le faire pour ne pas avoir d'erreur. Donc ce que nous avons compris, c'est que ça c'est le temps de la fin. Ça c'est l'accroissement de la connaissance. Et ça c'est la formalisation. Et ça c'est une porte fermée. Une fois que nous comprenons cela, tout le monde est familier que ça c'est 91, 96. Cela vous conduit à l'idée que nous n'avons eu qu'un accroissement de la connaissance au début de notre ligne de réforme. Et ensuite nous avons avancé. C'est vrai. Ça c'est le labourage, pluie à la saison, première pluie, pluie à la saison et moisson. Donc ces balises qui viennent après, ce ne sont pas ces balises. Cependant, lorsque vous cassez cette ligne, ce que vous pouvez montrer assez facilement, c'est que le 11 septembre devient un début. Le 2014 devient un début. Fin du temps de grâce devient un début. Et vous pouvez juste conceptualiser cela. 2014, c'est le début de la loi du dimanche. 2019, c'est le début du 30 ans des troupes de Jacob. On peut comprendre cela de manière conventionnelle. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que lorsque vous coupez les lignes et que vous dites que c'est le début de la loi du dimanche, ce début a 2 caractéristiques. C'est le début de quelque chose qui a commencé ici, un message sur la loi du dimanche, ensuite la loi du dimanche commence ici, mais parce que ça c'est le début, on peut prendre ça et le ramener en dessous. Et lorsque vous faites cela, ça devient alors le début ou le commencement, on pourrait dire le temps de la fin. Il a cette propriété, cette caractéristique. Une fois que nous faisons cela, nous pouvons identifier que chacune de ces balises, c'est un accroissement de la connaissance et également une formalisation. Et cela devient important. Ce concept n'a pas été formalisé de manière publique comme ceci jusqu'à très récemment, après les présentations que Jeff avait faites. Mais l'idée derrière cela était déjà bien établie. Ça n'a juste pas été présenté de cette manière. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que lorsqu'on regarde les caractéristiques de la formalisation, c'est le point là où on est testé. C'est pour ça que vous avez entendu Tess dire que le 9 novembre, ce n'est pas notre test. Le test s'est passé au début, avant. Si vous voulez prendre cela de manière très simple, elle a ses propres faiblesses. Le 9 novembre, c'est là où vous recevez votre certificat pour avoir passé votre examen, passé le test. Vous réussissez le test. Je ne dis pas que c'est à 100% correct de cette idée, mais de manière simple. Si je disais c'est quand votre test, le test c'est pas là, c'est là où vous recevez les résultats. Le test c'est avant. Parce que la formalisation c'est le test. Si vous revenez dans cette histoire, ça devient 2012. Souvent les personnes pensent que c'est 2005, mais là c'est 2009. Chacune de ces dispensations a un test différent, un thème différent. Il y a un accroissement de la connaissance sur un thème, un accroissement de la connaissance sur un autre, et on peut parcourir cela. Jeff a pris cette histoire de 1888 et l'a mis dans une application de vérité présente ici, 2012-2014. Et essentiellement, moi comme wagonner, j'avais à moitié raison, à moitié tort. J'avais raison, il y aurait une loi du dimanche. Mais j'avais tort, c'était la loi du dimanche de Nyons 41. Et à cause de cette dynamique,
C'est pourquoi cela a une implication de ce qui se passe dans l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Pas la raison morale, mais la raison pour les prophétiques de pourquoi cet argument se passe. C'est pour expliquer pourquoi les dirigeants n'ont pas accepté le message dans cette histoire. Je ne fais pas référence, je ne dis pas qu'une excuse a été faite volontairement ou consciemment, mais c'est une version d'événements pour en fait montrer la réponse positive, négative du mouvement et ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que si quelqu'un a à moitié tort, alors vous avez un droit légitime de dire peut-être que je ne dois pas vous croire, que peut-être que vous n'avez raison qu'à moitié. J'espère que vous pouvez voir les implications de tout cela. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que dans cette histoire, il y a une déclaration impliquée, ou si ce n'est pas direct, que les dirigeants avaient échoué, qu'ils avaient échoué au mouvement. Et une partie de la réponse pour justifier la cause ou la nature de cet échec, c'était de fait de sous-entendre qu'il y avait quelque chose à moitié raison, à moitié tort, moitié bon, à moitié mauvais. Si on fait ça, premièrement, il faut revenir à l'histoire de 1888 et faire le sous-entendu que Butler, qui représente les dirigeants de l'Église, avait à moitié raison et à moitié tort. Je ne suis pas sûre si même on veut faire cette assertion dans l'histoire originelle. Donc je ne suis pas convaincue ou persuadée qu'elle est nette avec cette perspective. On revient à cela. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que notre compréhension, c'est que Jeff ne comprenait pas ce que cette balise voulait dire lorsqu'il faisait cette étude. Donc cela devient juste une balise dans notre histoire. Je ne veux pas dire qu'elle est à part, mais c'est juste une balise qui se passe ici, avant 2014. Il y a eu une reconnaissance que c'était 2 ans avant. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que souvent nous avons cette histoire 2 ans avant que quelque chose se passe. Particulièrement dans l'histoire de Josiah Litch. 1838, 2 ans avant l'événement. Il a fait la prédiction. Donc ce n'est pas la seule histoire, mais ces 2 ans deviennent importants. Mais ça, c'est un point mineur. Le point que nous voulons que vous voyez, c'est que lorsque vous voyez que cela devient la formalisation d'un message, cela devient un test. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que lorsque vous voyez les caractéristiques de la formalisation du message, ce n'est pas simplement le test, c'est une balise encore plus importante que cela, parce qu'elle prend la propriété du cri de minuit. Donc là, ce sont tous des cris de minuit ou des grands cris. Et une plainte continue de beaucoup de personnes, même à ce comité, c'est que nous acceptons des parties du cri de minuit, 9 novembre, et on remet en question ou on doute d'autres parties du cri de minuit. Par exemple, l'égalité du genre ou le nationalisme, ou les femmes qui portent des pantalons. Qu'est-ce que cela a en lien avec le cri de minuit? Cela introduit un niveau d'incroyance. Et la raison pour laquelle nous résistons fortement à cela, ce n'est pas pour défendre nous-mêmes notre position là-dessus, mais c'est pour déclarer ce que tous nous aurions dû savoir dès le début. Que la nature ou la propriété du cri de minuit, c'est que c'est sans erreur. Et si vous n'avez pas cette perspective, rien de cela n'aura du sens. La ligne minérite n'aura pas de sens, la ligne de crise n'aura pas de sens. Cela avance tout du long et on n'a plus de ligne de réforme. Si pour vous la position c'est que le cri de minuit a quelque chose à une erreur construite là-dedans, notre position c'est que cela ne peut pas l'être. Nous avons des exemples historiques pour montrer cela. Si vous allez dans les lignes de réforme précédentes, il n'y a pas d'erreur. Il y a des mauvaises lectures.
Jésus est en effet sur le point d'être rendu roi d'Israël lorsqu'il entre à Jérusalem, à l'entrée triomphale. Mais ce n'est pas le type de roi qu'il pense. C'est un type de roi différent. Et donc lorsqu'il est crucifié, il peut sembler que c'est une ligne d'échec. En fait, c'est une ligne de succès, il n'y a pas d'erreur sur ce que Christ essaie d'enseigner dans cette histoire. Je veux faire un point ici, qu'il a prophétisé, si tu ne donnes pas le cri de minuit, le grand cri, les pierres le feront pour toi. Nous sommes exactement dans ce scénario, dans cette histoire, dans notre histoire, où le triomphal est accompli, et nous savons déjà en fait leur nom. Les pierres crient. Nous connaissons en fait le nom de ces pierres. Ça, c'est un point différent. La raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que s'il y a une erreur ici, à moitié raison, à moitié tort, en 2012, alors essentiellement nous disons cela. Dans le test de notre dispensation, 2014 à 2019, nous avons ces messages du cri de minuit. Alors soit nous disons clairement, nous sous-entendons, alors nous suggérons qu'il pourrait y avoir une erreur dans notre histoire. Et cela ouvre une incertitude énorme. On n'essaie pas simplement de rentrer la réponse là-dedans en disant on a la confiance. Mais là c'est un sujet prophétique que cette balise n'a pas d'erreur. Et ce qu'on ne voit pas, lorsque l'étude a été faite ici en mars, premièrement, ce n'était pas une application correcte, mais lorsqu'on nous amène dans notre histoire, une autre chose que le peuple n'a pas pu voir, c'est le sujet des dispensations. Et comment les gens ne peuvent pas voir au-delà de leur propre dispensation. Et si dans notre dispensation, la porte fermée s'est terminée en 2014, que ce modèle enseigne, alors nous savons qu'en 2012, le seul thème que ce mouvement, la seule chose que ce mouvement aurait pu faire, c'est prédire la loi du dimanche. Ce devrait être la loi du dimanche de Daniel 11:41. Ce n'est pas une erreur, c'est un problème de dispensation. Si on dit que c'est une erreur, alors on détruit les dispensations, on détruit le fondement des d'enseignement en parabole. Je ne crois pas que les personnes comprennent l'importance de ce qui se passait en mars de cette année par rapport au modèle prophétique qui a été utilisé pour décrire le début de notre histoire. Également la raison pour laquelle il y a eu une défense aussi forte de la position dans laquelle nous nous tenons maintenant. Au milieu de tout cela, l'étude biblique, ce que ça aurait dû être depuis le début, ça aurait dû être une étude biblique entre des frères, cela c'est devenu personnel. Non seulement c'est devenu personnel au niveau individuel, mais les gens ont commencé à défendre leur champion. Et cela est devenu ensuite une situation dangereuse où les gens ont enlevé cela d'une étude biblique claire jusqu'à un niveau personnel, où les gens ont commencé à défendre ceux qui faisaient ces déclarations. Et cette défense n'était pas basée sur un modèle prophétique, mais basée sur ses sentiments. Et nous voyons cela. Je ne dis pas comme le début, mais comme une étape claire qui nous dirige là où nous nous trouvons finalement, le mouvement qui est dans une crise. Nous ne disons pas que c'est le point du début, mais c'était un composant clé de ce qui s'est passé. C'est dans cette histoire même que Jeff officiellement est parti de sa position. Donc ça est un point important pour nous de le comprendre. Les lignes montrent qu'en 2012, ce n'est pas à 50% faux ou raison, c'était à 100% raison. Parce que tout le monde ici croit que le magazine Le Temps de la Fin n'avait pas à 50% raison et à 50% tort.
même avec le raffinement d'informations que nous avons. Parce que ce que nous enseignons, c'est que dans cette dispensation, cette lumière, ancienne lumière que nous avions, basée sur cela, nous acceptons la vérité de ce message, de ce livret comme étant la formalisation du message. Si ça c'est vrai, alors 2012 doit être vrai, et 2018 également. Une des autres caractéristiques du cri de minuit, c'est que chacun est lié au sujet du temps. On en a parlé au camp meeting. 2012, c'est un sujet du temps, 2018, comme le magazine du temps de la fin. Donc cela fait partie de l'arrière-plan de là où nous sommes aujourd'hui. Par rapport à la retraite de Jeff, et moi qui reçois une responsabilité dans le mouvement. Après les réunions en juin, j'étais en Arkansas pendant environ 5 jours. Et le but de cela, c'était d'avoir des réunions de business avec FFA et avec la communauté locale, Lambert. Ce que j'ai fait, je vais le dire dès le début, toutes les réunions que j'ai eues ont toutes été positives. Il n'y avait pas de problème, d'animosité, de crainte. Tout le monde semblait être honnête pour accepter ce que Jeff demandait, que je sois le dirigeant. Tout le monde m'a donné son assurance de soutien. Après cette réunion, il y a une série d'autres lettres qui ont été envoyées par moi-même à Lambert, à FFA, pour expliquer quel était mon rôle à eux, également leur rôle les uns vers les autres. Il a été décidé, il a été compris que c'était à ce camp meeting que nous aurons des réunions de business pour définir de plus le rôle des FFA. Dans les réunions, en juin, j'ai eu une série de réunions, premièrement avec Jeff, et des réunions que j'avais été cordiales, avec respect. Et j'avais une assurance personnelle que lui et moi étions à 100% en accord. Qu'il acceptait le message du cri de minuit, il a accepté notre compréhension prophétique de ce qui se passait, il a vu la sagesse de partir à la retraite et il était heureux que ce soit moi qui allais conduire le mouvement. Tout ça, c'était des choses qu'il avait soit choisies pour lui-même ou désirées pour lui-même. Avec des réunions, après les réunions avec FFA, qui étaient avec les 4 ouvriers qui soit font fonctionner FFA, l'école des prophètes. L'interaction entre ces deux ministères est fluide. Ils étaient contents que je sois le dirigeant du mouvement et qu'ils voudraient bien fonctionner en coopération avec moi. Donc il doit y avoir une clarification dans ces réunions, ce que j'ai fait, et cela me conduit à la prochaine pensée. Ça c'est la base même, un résumé basique de comment notre mouvement est organisé. Avec des dirigeants continentaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'Afrique. Là, il y a un dirigeant. Il y a des pays. Et il y a un ministère local. Et un dirigeant. Et dans toutes les situations que nous avons dans le monde, ces deux dirigeants sont différents. Parce que vous avez en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, ils sont tous différents. Chaque continent a cela. Et là, ces deux personnes ici sont différentes. Donc là, et là, c'est deux.
dirigeant 2. Pour l'Afrique, ça c'est Thabo. Afrique du Sud, Marco pour l'Europe, ça c'est moi. Cette structure a été établie en 2016 et a fonctionné pendant les 3 dernières années, j'espère avec succès. Mais aucune attention n'a été donnée à comment les choses fonctionnaient aux États-Unis. Donc je vais placer les États-Unis ici. L'Amérique du Nord comme étant continent. Et le dirigeant c'était Jeff. Et lorsqu'on est arrivé au dirigeant local, les choses ont commencé à être différentes parce que le dirigeant, là-bas c'était Jeff. Ça c'est un modèle très simple, qui est un peu plus compliqué. Donc directement on peut voir que la personne est la même. Donc c'est différent. Et d'après ma compréhension, les conversations que j'ai eues, cela a introduit une confusion dans l'Amérique du Nord. Et partie de la confusion a en fait augmenté la manière dont le mouvement opère dans ce continent. Parce qu'il n'y a pas des niveaux de responsabilité clairs sur qui fait quoi. La responsabilité est jetée par la fenêtre parce que ce ministère ne rend compte à personne. Parce que la personne dont ils sont responsables, c'est eux-mêmes. Tandis que dans d'autres parties du monde, c'est toujours, ils sont toujours soumis à quelqu'un au-dessus d'eux. Donc là, c'est une vue très simple de comment ça marche. Mais ça suffit à donner le point. FFA a été divisé. Ça fait 6 ou 7 ans en 2013 entre l'école des prophètes et Future for America. Bronwyn a en fait dirigé l'école des prophètes. Mais elle fonctionne également comme une des administrateurs principales de FFA. Donc elle est essentiellement le dirigeant de cette partie du ministère. Elle travaille en relation proche, ce n'est rien de nouveau. Elle est bien compris par ceux qui travaillent là-bas, qui vivent dans la région, et par ceux qui ont bossé, qui ont eu des interactions avec elle. Tout se passe bien. Lorsque j'ai reçu la responsabilité pour l'œuvre dans le champ du monde que Jeff avait, les gens n'ont pas compris, je crois, que lui allait être en retraite de cette position et de l'autre aussi. Donc lui était le dirigeant du mouvement mondial, donc Jeff. Et moi ensuite il m'a été donné la responsabilité. Si là je mets les États-Unis, ça serait moi. Je veux réitérer que le problème qui a commencé à se passer ici, c'était principalement basé sur le fait que ça n'a pas été répandu par Jeff, qui s'est miné. Cette information a été donnée par moi-même, parce que j'ai dû découvrir mon propre rôle de boulot et ma propre structure d'organisation, parce qu'elle ne m'a pas été donnée. Je n'ai jamais eu de description de boulot. C'était Thabo, Marco et moi-même en juin qui ont commencé à discuter de cela. Quelles étaient les implications de ce que la retraite voulait dire en fait? Lorsque je suis allée en juin, je pense que beaucoup de personnes en Arkansas étaient surprises des ramifications de la retraite de Jeff. Et un certain nombre d'eux ne savaient même pas ce qu'elle était son rôle dans le mouvement, sauf cette idée nébuleuse qu'il est le dirigeant. Il ne se préoccupait pas en fait de ce qu'il faisait dans le monde. Donc je mets ça ici et je me mets en haut ici. Lorsqu'on est arrivé à FF1, et là je mets entre parenthèses école des prophètes, à ces réunions, il m'a été demandé que Bronwyn
soit la présidente du ministère. Jeff était parti. Elle fonctionnait déjà dans cette capacité à un certain degré, pas de manière autonome. À ce niveau, pas celui-là. Et il lui était dit qu'elle serait la dirigeante de ces deux ministères. Donc ça, c'était son poste. Il lui était dit qu'elle serait présidente de ce ministère. Il était clair que moi j'étais la tête ou le dirigeant des États-Unis, en plus de mon rôle de diriger le mouvement mondial. Et si oui ou non FFA l'a réalisé ou pas, consciemment. Moi non. Il semblait y avoir une certaine petite idée, disant que j'étais également là quelque part. Et un des dirigeants de l'école des prophètes. C'est là que les choses ont commencé à arriver, à ce meeting. Pas avant, parce qu'aucune discussion n'avait eu lieu sur cette relation. Donc je vais mettre une ligne ici, parce que je n'ai jamais eu ce rôle, parce que je suis basée sur un modèle qui ressemble à cela, les dirigeants locaux, et ensuite les dirigeants continentaux. Mais je pense que dans son esprit, dans l'état d'esprit des FFA en général, il pensait qu'il y avait ce lien ici. Il n'y avait jamais. Nous avons reconnu qu'il y a eu une dynamique ici. Et je vais utiliser la phrase « un problème d'héritage », parce que ça, c'était pas une manière correcte de fonctionner. J'ai déjà essayé de mettre en place des plans, même si je n'ai pas fait ça en Allemagne ici, j'ai pas fait ici, de comment me désengager de la responsabilité directe des États-Unis. Parce que c'est pas une relation saine, parce que je ne rends de compte à personne. En ce moment, c'est là, mais ça ne va pas être une chose permanente. Parce que là, on n'a pas de compte à rendre du haut du mouvement à ce que le ministère fait. Et c'est pas une manière saine de faire marcher une organisation. Quiconque travaille pour une boîte sait que ce n'est pas une manière saine d'opérer. En fait, non seulement ce n'est pas sain de manière dans une organisation de business, mais nous savons tous les conseils que Jeff a écrits, que Jethro a écrit, que le père à Moïse a écrit, dit tu vas être en burn-out si tu fais ça, ça et ça. C'est un modèle qui n'a pas en accord au plan de l'organisation. Il a conseillé de briser la structure et d'avoir différentes personnes dans ces trois niveaux. Le commentaire des notes là-dessus, c'est que lorsque son conseil a été pris en place, ça a été en fait conduit par Dieu, ordonné par Dieu, Dieu était en accord. Nous savons que ce modèle n'est pas un modèle divin, c'est un modèle que Moïse avait et qu'il a dû couvrir en suivant les conseils, ce qu'il a fait. Ce modèle est basé sur le concept ou l'idée que Jethro avait. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais il suit ce plan au moins. Il ne va pas des 100 à 1000 à 50. Ça ne descend pas à différents niveaux, mais le principe est là. C'est ce que je veux que nous voyons. Ce principe n'est pas là. Donc lorsque j'ai pris la responsabilité du mouvement mondial, j'ai voulu mettre en place un modèle que nous avons déjà. Mais il y a déjà une sorte de mauvaise communication à ce niveau qui a refait surface ici à ce comité. En plus de cela, en juin, en accord avec l'établissement que ça a toujours été, je voulais avoir des rôles très clairement définis ici, sur la manière dont cette relation fonctionnerait. Ce n'est pas nouveau, nous avons déjà eu des communications avec les autres ministères pour essayer de faire la même chose. Ce que nous voulons voir, c'est qu'il y aura une personne ici
dirigeant un, que ce soit un comité ou un individu ou quelqu'un ici. Ensuite sur FFA, École des prophètes. Un mot que nous utilisons de plus en plus maintenant, c'est le mot autonomie. Ce que cela veut dire, si vous n'êtes pas familier avec cela, c'est de déléguer. Nous voulons que les ouvriers délèguent et donnent l'œuvre en bas. De nouveau, cela suit le modèle biblique dont on a parlé il y a quelques instants. Donc ces deux chemins pour ce ministère devraient être autonomes les uns des autres. Ils devraient avoir leur propre travail. Ils devraient être libres de le faire, basé sur la direction où va le dirigeant. Nous avons parlé de ce sujet de la communication. Il devrait y avoir une communication vers le haut et ensuite une communication vers le bas. Cela peut sembler un peu bizarre quand on en parle, mais en pratique, ça fonctionne en fait très bien et très facilement. Une très bonne relation. Cela est construit sur une relation de confiance. Parfois, ça demande juste une conversation, une brève communication. C'est assez simple. Nous avons vu tout cela comme n'étant pas quelque chose de douloureux pour quelqu'un, mais c'était pour raffiner ce qui était déjà établi. Lorsque ces pensées et ces idées ont commencé à être partagées avec le comité en Amérique, initialement l'idée a été acceptée en juin, lorsque ce n'était que une idée à un niveau élevé. De juin à juillet, il a commencé à y avoir des préoccupations, disant que dont je n'étais pas directement rendu conscient par le président de ce ministère, la présidente, qui avait des choses dont ils étaient préoccupés. Donc on est arrivé à ce camp meeting, on commence à avoir des études, plutôt des réunions de ministère, pour définir quelle était la structure et à quoi elle ressemblait, mettre des noms sur ces fonctions. Dans cette discussion, il y a une cassure de la communication entre les dirigeants de ce mouvement, les 4 anciens, et FFA ici, ce ministère. J'utilise FFA pour représenter les deux entités comme étant une seule. Pensez. Si je pourrais le faire comme ça, je vais appeler cela FFA, je vais enlever cela et on va l'appeler ministère. Pour donner l'idée que ce rôle, l'attente, c'est de rendre un service aux brebis, sous la juridiction de l'autorité qu'ils ont. Donc ici, là, c'est de donner, de diriger. Ils devraient être séparés et distincts, l'école d'un ministère. Ça a été de cette manière depuis un certain nombre d'années, mais à cause de cette relation, ça a été très fluide. Ça n'a pas été bien défini. Qui devrait faire quoi? Donc nous voulons avoir ce type de modèle. On essaie de placer ce modèle pour mettre différentes personnes aux endroits. Là, il y a une cassure dans la communication. Nous savons que nous sommes dans une période de transition. Nous savons que tout ne peut pas être très bien défini et parfait. Mais nous voulons avoir un accord, que c'est comme ça que nous devrions fonctionner. Nous sommes avec les mêmes sujets, problèmes. Dans notre ministère, une partie de la réalité de ce qui se passe, on peut le voir ici. Même si je sais que ça c'est faux, j'ai accepté que c'est un problème de vie réel. Nous allons travailler, nous avons ces 2 casquettes et nous allons avancer jusqu'à ce que je puisse m'enlever de ce rôle et juste reprendre cette position. Et alors que tu le vois, donc je reconnais qu'on peut prendre de cette manière, mais là on ne peut pas prendre comme ça de manière permanente. C'est une manière permanente de le faire, ce n'était pas quelque chose de temporaire, mais ça avait une permanence. Celui-là, je reconnais depuis le début que ça ne devrait pas se passer. Donc lorsque nous sommes arrivés à cette discussion, nous étions heureux en tant que les dirigeants, que les personnes qui dirigeaient ici pourraient être la personne qui était là,
ou la personne qui était là. Donc en fait, ils auraient deux chapeaux. Ça, c'est où? Cette personne pourrait être celle-ci, cette personne pourrait être celle-ci. C'est pas l'idée. On veut vraiment 3 personnes. Mais s'il n'y a que quelques personnes pour travailler, comme position temporaire, on peut avoir personne 1, personne 1 et personne 2. J'espère que nous pouvons voir cela. Mais je veux souligner que ça doit être une transition au niveau du temps, parce qu'il faut vraiment avoir 3 personnes. Le dirigeant 1, je le dis, c'est une personne, mais ça peut être un comité, ça peut être 4 personnes qui dirigent cette œuvre. En fait, en réalité, ça devrait l'être. Donc il peut y avoir 10 personnes ici, alignées, 3, 3 et 3. C'est avec ça que nous voulions avancer, à travers le champ du monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, Europe. Nous avons une cassure de la relation ici, si on peut tous être d'accord, que les dirigeants des FFA, ici, ont en fait quitté le camp, n'ont pas participé à la conférence, et se sont retirés d'avoir participé à l'œuvre du mouvement. Donc ça, c'est un résumé bref de notre compréhension de la manière dont l'organisation de ce mouvement devrait opérer et de ce à quoi ça devrait ressembler. Si vous êtes un dirigeant de ministère, alors vous prenez ce modèle et vous l'amenez dans votre propre cadre. Donc de nouveau, ça c'est un exemple de ce que le ministère local représenterait s'ils ont une école et s'ils sont impliqués dans l'œuvre du ministère. Ils devraient très certainement faire cela, mais tout le monde n'opère pas l'école. Si vous demandez, ça doit être des responsabilités claires et des moyens de communication très clairs. Notre mouvement est petit, nous reconnaissons que parfois les personnes doivent prendre 2 rôles, 2 boulots en une seule fois. Nous avons compris toutes ces idées, nous avons mis dans nos suggestions sur là où ça allait aller. Donc ça, c'était notre proposition. Et ça n'a pas été accepté. C'est pourquoi, donc, nous n'avons pas continué avec les réunions business. Et FFA a quitté le camp et sont rentrés chez eux. Je voulais juste ajouter une autre dynamique à ce sujet. Le message du cri de minuit. Ce camp meeting en particulier parle d'un sujet. Mais avec le message du cri de minuit, il y a un certain nombre de pensées et d'idées. Mais l'une de celles qu'on veut parler, c'est les dirigeants, le style de dirigeant. Comment en tant que dirigeant, et pour ceux qui regardent des vidéos, je parle aux dirigeants de ce mouvement mondial, comment nous en tant que dirigeants nous opérons, parce que tous les dirigeants qui sont ici ont quelqu'un à qui répondre au-dessus et quelqu'un à servir en dessous d'eux. Tous nous nous trouvons dans cette position, que ce soit Dieu, et ensuite un ancien en dessous de vous, ou un parent. Dans chaque situation, vous trouverez toujours dans ce scénario. Et nous voulons mettre une culture disant que nous n'imposons pas notre volonté sur les gens, nous ne les forçons pas à faire quoi que ce soit. Nous étions en discussion avec l'école des prophètes sur ce sujet même depuis juin. Ma compréhension, c'était que l'école des prophètes était en accord que la manière dont on fait fonctionner une école, c'est pour que personne ne soit forcé à faire quoi que ce soit qu'il ne voulait pas faire. C'est une culture qui a commencé ici en Arkansas et qui est rentrée dans toutes nos écoles, dans tous les mouvements. Donc lorsque vous allez dans l'école des prophètes, nous voulons que vous sachiez que les dirigeants forcer les gens en fait à accepter ce que
Ce que les personnes veulent, ce n'est pas un modèle que nous soutenons. Nous voulons que le temps soit correct déjà. Quand l'entrée dans le royaume de Dieu ne peut pas être basée sur le principe de la force. Moi, je veux dire, c'est que si les personnes, d'une manière folle, répondent en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ?» C'est une réponse biblique. Lorsque nous étions enfants, nous nous comportions comme des enfants. Mais lorsque nous avons grandi en adultes, nous devons nous conduire comme des adultes. Et ces écoles ne sont pas pour des enfants. Ce ne sont pas des lieux de correction, mais des écoles de formation des prophètes. Enfin, dans l'Ancien Testament, et les personnes qui ont été choisies pour retourner dans cette école, c'était des personnes qui étaient là pour être des prophètes de Dieu. Si c'est le cas, nous devrions avoir une culture qui est appropriée dans cette classe de personnes. La raison pour laquelle j'ai mentionné cela, parce que quand la communication a commencé à se casser, la réponse de FFA, c'était à peu près quelque chose comme ça. En parenthèse, on n'est pas d'accord avec ta position, ils ne sont pas d'accord avec la position du dirigeant, mais parce que tu es les dirigeants, nous t'obéirons. Obéiront sans question, mais on n'est pas d'accord. Vous voyez la dynamique ? Maintenant, cette pensée s'est passée dans presque chaque ministère avec lequel j'ai interagi dans le monde. Ce ministère n'est pas le seul qui est coupable de cela, mais ce n'est pas le seul. Lorsque vous êtes dans une école ou un ministère où vous forcez vos étudiants à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, ce n'est pas chrétien. Parce que nous ne sommes pas forcés à traiter des adultes comme des enfants. Et à cause de cette problématique, le point que nous voulons montrer dans ce début de ce camp meeting, alors que nous avançons, c'est le principe de l'égalité. C'est que nous n'allons plus opérer de cette manière. Nous attendons à ce que chaque ministère, à partir de maintenant, opère sur ces lignes. Que vous êtes une école ou un ministère, vous ne devriez pas forcer les étudiants ou les membres d'équipe à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. S'ils ne veulent pas le faire, virez-les. Finissez leur position. Si ce sont des étudiants, vous allez peut-être traiter avec eux d'une manière alternative, mais vous n'allez pas les punir pour faire des choses qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas faire. Cela est devenu important pour les raisons suivantes. Nous avons demandé à FFA d'être d'accord avec ce modèle. Et en principe, je veux souligner cela, en principe, ils ont été d'accord en juin et ils étaient d'accord avec ça cette semaine. Chaque étape sur le travail, le rôle de leur travail, de ce que cela voulait dire, ils étaient en accord avec ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point dans nos discussions. On va y aller maintenant. Lorsque nous étions en désaccord sur ce point, il y a eu une impasse, un bloquement dans la conversation et ils ont disaient « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous disiez, mais parce que vous êtes le dirigeant, on va obéir. » Et notre réponse était « Nous n'allons pas opérer comme cela. Si vous n'êtes pas d'accord, nous n'insisterons pas. » Donc on a demandé de manière répétée au ministère quelle était leur opinion, parce que nous voulons négocier et discuter avec eux. Et leur réponse continue était « Nous obéirons juste. » Lorsque nous sommes arrivés à ce point, nous avons dit « Nous n'allons plus travailler avec le ministère. Nous allons citer qu'est-ce qui a été dit, en fait. » Ça, c'était notre réponse en tant que... dans les notes. Donc je cite Parminder. C'est bon ? Je cite Parminder. Je vais fermer la réunion maintenant. Je ne suis pas prêt à conduire le ministère dans ces conditions.
est dans ce type de relation. Et FFA est libre de faire ce qu'il veut. Donc essentiellement, ce que j'ai dit dans cette déclaration, c'était que si nous ne pouvons pas travailler sur une base de respect mutuel, de discussion et de résultats où on est d'accord, la réunion va se terminer et on ne va pas aller plus loin. Et je ne vais pas travailler avec le ministère. Sur le base qu'ils vont dire ce que je veux leur dire et obéir sans question. Nous n'allons pas obéir d'après ces lignes. Il semble y avoir une compréhension de leur partie que cela voulait dire que je résignais de cette position, que j'allais couper le fait d'être dirigeant d'FFA. Si je n'allais pas être le dirigeant d'FFA, ils prenaient la position disant qu'ils ne travailleraient plus avec nous. Et cela a produit une cascade d'événements que je vais mentionner dans un moment. Mais je veux que nous comprenions ce que cette déclaration voulait dire. Je n'ai jamais été cette personne, jamais. Je n'ai jamais dit que je l'étais, ça n'a jamais été présenté. Il était clair il y a 2 mois que Bronwyn était la présidente. Et tout le monde sait ce qu'une présidente est. Si dans l'esprit des FFA, ils pensaient qu'elle était un président marionnette et que moi j'étais le vrai, je ne l'aurais jamais donné. Je n'ai jamais sous-entendu cela. Je ne sais pas pourquoi ils auraient pensé cela même. Donc cette déclaration, ça voulait dire la chose suivante. Cette personne ici, parce que ce ministère ne veut pas travailler de la manière dont cette personne le dit, c'est-à-dire conversation libre et résultat où on est d'accord. Alors le ministère était libre de ce qu'il voulait faire, de faire ce qu'il voulait. Et moi, je ne travaillerai plus avec eux. Cette position, comme vous pouvez tous réaliser, la position de responsabilité ne traite pas simplement d'un ministère ou d'une école. Il y a d'autres endroits aux États-Unis dans lesquels j'ai une œuvre à faire. Donc si je ne travaille pas avec ce ministère individuel, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler avec les autres ministères. Ils ont pris cela comme si ça voulait dire que si moi je résigne de ce poste et que je dis que FFA est libre de faire ce qu'il veut, ils ont pris ça littéralement. Ils ont choisi d'être libres de ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était essentiellement soit fermer leur ministère, ou faire tomber leur ministère, ou aller dans une direction différente que de la direction dans laquelle les dirigeants, pas seulement moi, mais les dirigeants de 4 anciens, voulaient prendre ce ministère. Je veux réitérer que la direction dans laquelle nous voulions aller, les détails, par exemple, il devrait y avoir une école qui a une bonne culture. Il devrait prendre soin du troupeau aux États-Unis. Ils étaient tous d'accord avec cette structure. Mais la cassure s'est passée lorsqu'ils ont dit on n'est pas d'accord sur des sujets détails que je vais expliquer dans un instant. Donc j'espère que cela est clair. À propos de quelle était notre direction? Nous attendons à ce que le mouvement comprenne et implémente que nous n'allons pas conduire le mouvement d'après un type de direction autoritaire. Nous sommes là pour rendre service aux troupeaux, pas pour les conduire, pas pour être devant eux. Donc tous ceux qui écoutent ou qui regardent cela, je veux qu'ils soient clairs sur la direction dans laquelle nous voulons prendre notre mouvement. Quel que soit le niveau où vous êtes, ici, plus bas, chacun doit implémenter. Nous attendons à ce que tout le monde mette en place cela. Ce que nous pensons est une manière logique et correcte de traiter des adultes. Et cela va directement main dans la main avec l'idée de la tête. Que la direction ne doit pas être mise dans notre mouvement. On doit une égalité sur la race, sur le nationalisme et sur le genre. Et sur les lignes des dirigeants, où les personnes traitent avec eux de manière respectueuse et ne forcent pas leur volonté sur les gens. J'espère que cela devrait être clair. La plupart du mouvement, ou beaucoup de personnes dans le mouvement, maintenant, lorsque cette vidéo va être publiée, presque tout le mouvement l'aura su à ce moment-là,
que l'équipe qui fonctionne, on peut poser. Est-ce qu'on peut poser une question? Je me souviens pas que dans les réunions dont tu parlais ici, qu'il était mentionné que nous ne permettrons pas à des individus d'être forcés ce qu'ils ne veulent pas. Je ne me souviens pas particulièrement de que cela soit écrit ou dit. Je vais réitérer ce point. Nous avons parlé de la culture de l'école des prophètes. Lorsque les étudiants viennent, ils ne seront pas punis pour ne s'être pas pliés aux règles. Je ne me souviens pas que cela n'a été mentionné comme une nouvelle règle. Je le mentionne maintenant parce que nous ne traitons pas de FFA mais d'un mouvement mondial. Donc dans cette conférence, je dis que ça c'est un exemple de la direction dans laquelle nous voulons aller, basé sur le principe de l'égalité. Je pense que nous devrions être traités comme des adultes, pas des enfants. L'école des prophètes en particulier est conduite par Bronwyn, Tyler, Larry et Angelia. C'est une équipe de 4. Et en fait, Bronwyn a le rôle de présidente ou dirigeante de l'école des prophètes. C'est ce qui existe actuellement. Ce que nous voulions mettre en place, c'était que ce côté du ministère ici soit dirigé par Tyler. Et là par Bronwyn. Elle aurait 2 rôles. Elle serait là. Comme je vous l'ai dit, on reconnaît déjà que ce problème était déjà en haut. Le point est ressorti sur le rôle de Tyler. Et le niveau d'autonomie ou de responsabilité qu'il aurait en prenant charge de cette œuvre. Et c'est là où le problème est arrivé, de manière initiale. Ensuite, ça s'est escaladé au-delà. Mais c'est là où le problème a commencé. Il y a eu un désaccord là-dessus. Et le résultat à la fin, c'était que si on force FFA à mettre Tyler dans cette position du ministère, eux seraient OK. Mais nous, on a dit, on ne va pas vous forcer à faire ça. Il faut négocier. Et on voulait comprendre pourquoi. Ils étaient contre. Et alors que nous avons vu son résumé, personne ne pouvait comprendre, aucun des dirigeants ne pouvait comprendre pourquoi il y avait une objection à ce qu'il ne prenne ce rôle. Il ne semblait y n'avoir rien dans ses capacités, son caractère, sa personnalité, qui indiquerait que cela ne devrait pas se passer. Donc je pense que c'est OK de suggérer ce sujet. Nous avons une deuxième réunion le jour d'après, après que cette réunion ne s'est pas résolue, et nous avons présenté une deuxième proposition basée sur ce que nous pensions. Que les dirigeants d'FFA voulaient. Donc on a suggéré que ces personnes échangeraient de rôle. Bronwyn irait sur le ministère et Tyler sur l'école. Ils auraient changé. Et peut-être que ce serait une décision préférentielle, un modèle qui était plus préféré, qui serait content. Ce que nous avons ensuite découvert, c'est que notre deuxième proposition, c'était pire en fait que la première. Et dès que ces rôles ont été échangés, le problème des finances est arrivé. Tous ceux qui sont là, qui dirigent un ministère ou une école, réalisent que les écoles sont en fait des personnes qui... C'est vraiment une école, ça prend toutes les ressources d'un ministère. Donc ça, c'est le ministère. Cette entité prend tout l'argent, ou la plupart. Particulièrement le modèle qu'ils ont en Amérique et d'autres endroits également. Les écoles prennent beaucoup des ressources du ministère à ce niveau.
Ce que nous ne nous attendions pas, c'est lorsqu'on a été demandé de changer, en fait, ce qui se passerait, c'est que Tyler, avec Larry, qui était le manager, donc notre position originelle c'était ça, mais ensuite on aurait eu Tyler, Larry, Angelia, qui allaient diriger l'école. On n'a pas encore défini quel serait leur rôle, leur relation, mais les trois dirigeraient l'école. Bronwyn serait ici. Nous savons qu'une école prend tout l'argent, mais ce que nous n'attendions pas, c'était l'objection. Donc ensuite, c'est devenu un problème de qui, en fait, dirige les vastes ressources de ce ministère. Notre compréhension, c'est que ça serait managé à ce niveau ici. Et ces personnes auraient l'autonomie de comment diriger leur budget et de diriger l'école. Ma compréhension, c'est que les personnes, c'est des personnes ici, c'est comme ça qu'un business fonctionne. La compagnie fait cela. Non, il y a un budget chaque mois ou par an et ils le dépensent comme ils veulent, tant que c'est dans les termes et conditions de l'entreprise. Ils ne font pas des choses folles. Si c'est une compagnie de téléphone, ils ne vont pas commencer à mettre des téléphones, des télévisions. S'ils sont sur les téléphones, ils ont l'autonomie après de gouvernance, d'autogouvernement. Et cela est devenu un point où ils ne voulaient plus avancer. La déclaration a été faite que si on ne peut pas être d'accord, parce qu'ils disaient « on va faire ce que tu nous demandes de faire », on a dit non. Donc ils ont dit, donc moi j'ai dit que je ne travaillerai plus avec leur ministère, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cette personne ici ne travaillera plus avec ce ministère jusqu'à ce que ils veulent bien venir et négocier. Quand ce sera? Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine? FFA a mal compris cela. Il y avait 8 personnes dans cette réunion. Lorsque les personnes se sont abstenues de faire des commentaires, il y avait 9 personnes. Une des personnes s'est abstenue de faire de commentaires pendant toute la réunion. Bronwyn, c'était une de ces 9 personnes et sa compréhension, c'était que j'avais lavé mes mains par rapport à FFA et que je les avais laissées et que maintenant ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que j'étais résignée de cette position. Elle a pris ça comme étant un signe que moi j'avais renié mon engagement à servir dans la capacité de dirigeant. Lorsqu'elle a entendu cette déclaration, elle a ensuite dit que si c'était le cas, alors en fait elle allait fermer le ministère. Lorsqu'elle a pris cette position, les 7 personnes, aux autres 7 autres personnes, 4 anciens et 3 ouvriers, il leur a été demandé quelle était leur compréhension de cette déclaration et personne n'était d'accord avec sa position à elle. La position qu'elle a prise, personne n'était d'accord avec. Et après une conversation, finalement elle a dit, cette dernière déclaration, Bronwyn, j'ai entendu la déclaration et j'aurais dû savoir que tu ne voulais pas dire cela et qu'il a un engagement de long terme dans le mouvement et j'espère qu'on pourrait revenir là où nous étions avant. Elle admet donc qu'elle a mal compris ce que j'ai dit, basé sur ce que tout le monde dans les réunions avait compris que ça je voulais dire. Elle regrette avoir fait la déclaration, a pris cette position et sa décision c'est de revenir au début de la réunion. Ou avoir un bouton recette, mais c'était tard. Après avoir fait cette déclaration finale,
Nous n'avons pas eu la chance d'en reparler à ce moment-là, mais moi j'ai pris ça comme étant une phrase d'espoir. Donc j'ai demandé à la réunion que la réunion soit remise le lendemain, pour que le lendemain on puisse regarder les choses d'après cette fin positive. La réunion s'est terminée, ils ont parti, et sans nous en informer, mais ils ont informé les organisateurs, ils ont quitté le camp meeting et rentré chez eux. Cette nuit-là, ils ont commencé une série de communications, à la fois avec les ouvriers, avec Jeff. On assume, on ne sait pas, mais également dans le monde, dans le champ du monde. Et si on peut voir les séquences de communication qu'ils ont eues. Les temps où ça a été envoyé, c'est pas important. Les candidats baptismaux au camp meeting ont reçu un email disant que les classes du baptême ont été mises sur pause, alors que alors que les postes de Tyler à l'école des prophètes et à FFA ont été terminés. Donc Tyler a été viré, ou son contrat a été terminé, donc ses classes de baptême à lui sont arrêtées. Il y a eu des communications entre Bronwyn et Larry, et ils ont eu des conversations au téléphone où elle a dit qu'elle ne répondrait pas à des coups de téléphone ou des messages par d'autres. Il a dit qu'il aurait toujours un lieu pour vivre, mais ça voudrait dire Larry a compris que ça voulait dire qu'il n'aura plus de boulot. Je comprends. On a essayé de les appeler ce soir-là pour dire qu'il y avait un désaccord, mais on a demandé est-ce qu'elle veut bien revenir au camp meeting, là où son devoir se tenait, et on résoudrait la question. Mais sa compréhension elle a dit qu'elle ne reviendrait pas parce qu'elle ne voulait pas communiquer avec les autres, et pas avec moi. Tyler a commencé à recevoir des mails disant que les mots de passe des comptes du ministère avaient été changés. Donc Tyler a été enlevé des comptes du ministère. Donc il y avait les mails, les chaînes YouTube, Facebook, etc. Les mots de passe avaient été changés. Il ne pouvait plus avoir accès. Et Tyler a reçu un mail disant que son boulot avait été terminé et que sa position avait été éliminée alors que le ministère tombait, si on peut dire. On n'est pas clair si oui ou non. C'est à cause que FFA, à ce niveau, va descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors s'il ferme vraiment le ministère. On n'a pas de clarté sur ça déjà. On prend la déclaration qu'il descend en taille, il descend Il a reçu un préavis d'une semaine, et je veux faire un commentaire à tous ceux qui écoutent cela. Le mouvement mondial, les dirigeants du mouvement mondial ont pris la position selon laquelle nous sommes en soutien plein de Tyler. Nous ne savons rien dans son caractère ou dans ses doctrines qui nous conduiraient à penser son contrat devrait être terminé de la position d'un dirigeant ministère dirigeant. Nous ne voyons aucune insubordination. Nous ne savons aucun défaut de caractère qui conduirait une telle action. Et certainement, il n'a montré rien négatif par rapport au message du cri de minuit. Donc nous soutenons pleinement Tyler. Nous voulons également ajouter la note que si oui ou non c'est une question légale par rapport au préavis d'une semaine, nous pensons que c'est un sujet moral, que ce mouvement donne à l'un de leurs frères un préavis d'une semaine sans considérer sa situation financière. En reconnaissant l'engagement de temps qu'il a pris, il a sacrifié des années, des positions dans le boulot, dans son travail pour travailler pour Dieu, et de le traiter ainsi, nous croyons que c'est une position immorale à prendre. Les FFA et l'école des prophètes, les pages Facebook de FFA et l'école des prophètes ont été fermées. Hébert a reçu un message disant qu'il ne sera plus demandé en tant qu'enseignant à l'école des prophètes alors qu'ils ont annulé quand le trimestre qui allait terminer. Donc il y aurait un trimestre à la mi-septembre jusqu'à la fin de l'année. Et Hébert
a fait des ajustements pour... en fait, il a mis une pause dans sa carrière, donc ça l'affecte beaucoup. Et il a eu très peu de... Enfin, pas de temps... pas beaucoup de temps où il a été averti. Son travail en tant qu'enseignant s'est terminé sans aucune explication. Et de nouveau, quelques étudiants qui ont fait des ajustements pour l'école ont été désinvités du trimestre, tous très rapidement. Enfin, un frère a reçu un email, c'est un étudiant, disant que ceux à FFA, à l'école des prophètes, qui appréciaient le fait qu'il voulait joindre le ministère et qu'il voulait l'infirmer, que le trimestre avait été annulé et qu'il devait faire d'autres décisions. Un email a été envoyé annulant tout le soutien financier dans le mouvement. Tout le monde sait dans ce mouvement qu'à travers la providence de Dieu, FFA a été richement récompensé au niveau des finances. Et ils ont volontairement pris la position selon laquelle ils aideraient à soutenir l'œuvre dans le champ du monde. Ce problème est devenu une contention dans les réunions, mais je veux souligner le point selon lequel, jusqu'au moment où l'école des prophètes a été née pour la première fois, c'est là où FFA a commencé à recevoir des dons assez importants, vers 2012-2013. Jusqu'à ce moment-là, notre compréhension, c'est qu'ils n'avaient pas un budget énorme. Ils donnaient un petit peu d'argent pour commencer l'école. Ils ont reçu pas mal d'argent pour commencer l'école. Et à partir de ce moment-là, ils ont reçu de très grands dons. Nous croyons à travers la providence de Dieu, ce qui a créé cette école. Et beaucoup de personnes ont vu soit des images de l'école où ils ont été, vous l'avez vu, que cette école est un témoignage de la providence de Dieu et de la manière dont il a conduit ce mouvement. Ils ont reçu du soutien financier bien au-delà des besoins de l'école, bien au-delà des besoins et des demandes du ministère aux États-Unis. Et de leur propre volonté, à cause de leur propre perspective de ce qui s'est passé, ils ont décidé de prendre la position de soutenir l'œuvre à travers le champ mondial. Jusqu'à cette date, je crois que c'était il y a 2 jours, tous les financements ont été arrêtés. Tous les engagements à financer des projets, nous comprenons que ça a été arrêté. C'est tout. Donc nous sommes actuellement là où la communication entre les dirigeants du mouvement et les ministères d'FFA est brisée. Les dirigeants du ministère Bronwyn est rentrée chez elle. Et les dirigeants du mouvement, le jour d'après les réunions, ont écrit un document de 7 pages, communication à Jeff, en lui expliquant notre position, en expliquant notre perspective, et en demandant essentiellement d'intercéder dans ce sujet pour que nous puissions avoir une réconciliation, pour que nous puissions ramener nos frères et sœurs et que nous puissions aller de l'avant. Nous n'avons pas de réponse à cette communication. Thabo était en communication avec Jeff. Je ne sais pas les détails de cette communication. C'est privé, bien sûr. Mais des choses que nous savons, c'est qu'il ne veut pas me rencontrer ou rencontrer Tess. Mais il veut bien rencontrer Thabo et je crois Marco.
Donc c'est le 4 septembre aujourd'hui. Le plan, c'est que Thabo aura des réunions avec Jeff le vendredi 6 en Arkansas, face à face. Thabo, il va demain, il voyage demain pour essayer de résoudre ce problème, ce sujet. Bien sûr, nous espérons tous qu'il y aura un changement, une réponse positive et qu'il y aura une réconciliation par rapport à ce sujet. Nous ne sommes pas sûrs de ce que ressemble le futur, mais cependant nous avons des préoccupations par rapport à la manière dont les choses, où se dirigent les choses, au niveau personnel et au niveau prophétique. Des préoccupations que Jeff a refusé de communiquer avec moi. J'ai communiqué avec lui. Je crois que la nuit même où ça s'est passé, il m'a donné une réponse rapide. Qui était un peu un langage cryptique. C'était pas très clair quelle était sa position. Ni pour moi, ni pour les autres anciens avec qui j'ai partagé cette information. Et depuis, il a refusé de reconnaître, de répondre quelles que soient mes communications. J'ai essayé de communiquer avec lui plusieurs fois. Et Bronwyn n'a pas communiqué non plus. Ils n'ont pas répondu à notre lettre, à lui. Donc nous voyons des signes troublants de ce qui se passe. Nous sommes conscients notre compréhension, c'est qu'il il se prépare à faire une réponse à notre position. Donc nous attendons à une réponse de Jeff dans le proche futur. Bien sûr, on ne sait pas quelle sera cette réponse, mais d'après le peu que nous savons, il semble que cette réponse sera bien négative. Notre compréhension, lorsque nous avons premièrement approché cette conférence, c'est que nous avions vu cela comme étant un problème interpersonnel, que Jeff était en accord, parce que Jeff était en accord personnel avec le message du cri de minuit. Il le disait de manière répétée. Et nous croyons qu'il le faisait, il avait raison. Le problème, c'est que le message du cri de minuit est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que beaucoup de personnes ne le pensaient. Et une des sujets que nous développerons dans la prochaine étude, c'est le problème non seulement de la dirigeant, mais aussi du style de dirigeant. Comment est-ce qu'on le fait? Et nous voyons déjà qu'FFA échoue ce test simplement par les événements des quelques derniers jours. S'il n'y a pas une acceptation du modèle de dirigeant actuel par FFA, chacun d'entre nous devront prendre une décision sur qu'est-ce que ça voudra dire pour moi, qu'est-ce que ça voudra dire pour le mouvement. Jeff a enseigné constamment qu'il était le messager du verset 40, moi j'étais le messager du verset 41, avant qu'ils ne comprennent le test de rôle dans le mouvement. Aujourd'hui, on dirait, en suivant cette ligne, que Tess et moi avons reçu le message de la loi du dimanche, qui est en fait le message du 3e ange. Donc ce n'est pas moi, c'est Tess. À ce niveau-là, le manteau a été passé à elle. Il y a différentes manières de comprendre ces lignes. Si sa position, que tous dans le mouvement ont accepté comme étant la voix de Dieu, est vraie, alors maintenant rejeter la direction le place, lui et le ministère, dans une position terrible. Donc soit il doit résoudre cette différence interpersonnelle, ou alors il doit développer une ligne prophétique qui dit que ce qu'il a enseigné avant, ce que nous faisons maintenant, est incorrect, et que son récit prophétique est le vrai. On ne sait pas s'il va le faire,
Mais s'il le fait, alors ce sera à chaque individu ici de discerner quel modèle prophétique ils vont accepter. Si finalement ça termine, c'est juste un problème interpersonnel, on espère que ça pourra être résolu. Thabo y va avec notre soutien complet. Il n'a pas de script, on ne sait pas quelles seront les dynamiques de cette discussion. Mais nous avons notre plein soutien pour faire ce qu'il sent est nécessaire quand il sera là, pour essayer de réconcilier ces problèmes. Si Jeff commence à prendre une réponse prophétique de ce qui se passe, s'il commence à construire un argument prophétique sur ce qui se passe, ça sera centré autour de la manière dont on structure, pas les ministères pour ainsi dire, mais comment on structure l'autorité et le contrôle dans le mouvement. C'est construire un modèle basé sur cela. Alors chacun d'entre vous devra décider si ce modèle qu'il présente est bien sûr différent de notre modèle et lequel est le correct. Nous avons travaillé pendant les 12 derniers mois pour montrer la méthodologie derrière notre mouvement, notre message. Nous croyons qu'il a de l'intégrité. Chaque challenge qui est présenté a été répondu de manière robuste et forte. Et je ne sais pas, je ne connais personne dans le mouvement qui ouvertement déclare que le message du cri de minuit a une erreur aujourd'hui. Les gens ont peut-être des difficultés avec l'égalité du genre, mais personne ne résiste cela. Nous avons 220 personnes dans cette meeting, et nous avons consacré une femme, non seulement comme un ancien, mais dirigeant de ce mouvement. Et il n'y a pas eu une seule personne, une seule voix d'objection. Et dans ce meeting, il y avait tous les dirigeants de tous les ministères dans le monde, si on enlève l'Afrique, pour des raisons logistiques. Il n'y avait aucune objection. Donc nous savons que juste à partir de ces deux pensées, ce mouvement accepte le message du cri de minuit, la méthodologie qui soutient cela. Si c'est le cas, nous devons nous demander comment peut-il y avoir un autre modèle prophétique qui est en colère, qui se bat contre notre position actuelle. Je vais ouvrir aux questions maintenant, si les personnes ont des questions. Premièrement, tu n'as pas donné de chance à quoi? Donc les personnes qui devraient être ointes, mais personne n'a rien pu dire, parce que de toute façon c'était déjà résolu pour les dirigeants. Donc je t'arrête là. La question c'était, il n'y a pas eu d'opportunité aux gens d'accepter ou de rejeter les personnes qui ont été ointes. Je veux faire une observation sur cela. Lorsqu'on est arrivé à cette position ici, je crois que ça a été clair que le rôle de Tess était basé sur un modèle prophétique. Et si cela est basé sur un modèle prophétique, je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Donc ce ne serait pas un problème de vote, si oui ou non, il s'accepterait. Parce que ça serait voté si on accepte ou pas le modèle prophétique. Parce qu'on arrive aux 3 ouvriers bibliques qui ont été loin. Il y a eu une consultation avec le ministère là-dessus. Mais ça, comme d'habitude, ça se passerait avec le ministère. Si vous retournez l'année dernière, et l'un des ouvriers à FIN a été loin, on n'a pas voté là-dessus non plus. C'était une discussion entre le ministère ou le pays d'Allemagne, le mouvement. Donc ce n'est pas... c'est d'après la même pensée. Donc on ne sortait pas de... On n'a pas mis un nouveau... une nouvelle base. Deuxième question.
Donc je vais clarifier ce que ça voulait dire. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je sais que des personnes allaient amener ce... Qu'est-ce que ça veut dire d'obéir sans question? Qu'est-ce qu'on obéit? On obéit à quoi? On obéit à cette ligne. Si nous croyons que cette ligne est vraie, nous ne devrions pas la remettre en question. D'après mon expérience, les personnes n'objectent jamais au niveau de la ligne. Ils objectent aux implications après. Donc, lorsqu'on arrive aux implications de ce que cette ligne veut dire, les personnes commencent en effet à objecter. Donc lorsque nous disons maintenant qu'il nous faut non seulement obéir sans question, ce n'est pas en lien à un argument théologique. Mais je veux ajouter cela. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est obéir sans question. Je vais vous dire comment ce scénario fonctionne. Je vais vers ce ministère et je dis, nous avons besoin de négocier sur comment vous allez travailler. On veut que vous travailliez ainsi. Et eux disent, on n'aime pas ça comme ça. Donc on dit, on va négocier. Comment on va faire ça? Et eux disent, non, on ne veut pas négocier. Toi, ils me disent, toi, tu nous dis ce qu'on fait. Moi je dis, non. Je dis, on veut que ce soit vous qui nous dise votre opinion. Ils disent, on ne va pas vous donner notre opinion. On fait juste ce que vous nous dites de faire. Donc voilà, moi je veux que ce ministère obéisse sans question. Et l'obéissance, c'est que vous nous donnerez votre opinion. Vous obéirez et nous donnerez votre opinion. Si vous voulez suivre cette pensée, il n'y a pas de changement, c'est cohérent. Maintenant, nous demandons aux personnes de donner leur opinion sur ce qu'ils pensent de nos idées, lorsque nous commençons à mettre en place ces choses. Parce que c'est cohérent avec l'idée que dans le royaume de Dieu, il ne devrait pas y avoir de force. Donc lorsque quelqu'un dit on va te suivre aveuglément, parce qu'on aime la direction autoritaire, on dit vous n'obéissez pas, sans question. Donc c'est encore en accord avec notre idée. Peut-être que cela doit être clarifié. Tu as dit que personne n'a objecté à Tess qui a été consacré. Peut-être que ce que tu devrais dire, c'est que quand ça s'est passé, personne n'a objecté. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que Bronwyn et Jason, est-ce qu'ils ont objecté à Tess qui a été consacrée? Non, je ne crois pas. Les dirigeants de FFA n'ont pas objecté à la consécration de Tess. Je ne sais pas la position de Jeff. Parce que je me demande pourquoi est-ce qu'elle est exclue de cela. Parce que c'est juste Tabo et Marco. Mon commentaire, c'est juste un commentaire. Mon commentaire, ce n'est pas à propos du fait que Tyler était viré, mais plutôt la description qu'il ne voulait pas d'aucune manière prendre lui soin de ses finances par rapport à ses obligations pour sa maison, etc. Mais cela ne s'aligne pas avec l'enregistrement précédent de comment ils ont géré les gens. Donc je dirais que eux, par le passé, ils l'ont fait. Donc moi je dis qu'ils vont être préoccupés par rapport à ces financements et pas juste le jeter à la porte. On espère qu'en effet, oui, ils vont l'aider, mais moins basé sur leur communication. Et au dernier chèque de paiement, dans 3 ou 4 jours, si ça c'est le dernier paiement, c'est pas à moins que ce soit pas un paiement d'habituel mais plus grand, ça serait une position non chrétienne de faire cela. On espère que ça va pas se passer. Je suis d'accord que ils ont toujours été au-delà avec les autres personnes. Donc c'est on s'attend à ça, oui. Je voudrais commenter sur la ligne. Tu as dit que le temps de la fin du magazine, c'était à 100% correct, en 96. Et pourtant, aujourd'hui, on dit que c'est pas à 100% correct. Jeff a dit que c'était à 50% correct et 50% faux à cette époque.
par rapport à là où nous nous tenons aujourd'hui. Donc je pense que c'est essentiellement dire que c'est la même chose en fait. Parce que par exemple, si quelqu'un prend le message aujourd'hui et on lui donne le magazine Temps de la fin, il n'est pas à jour avec le message. Donc pour lui, le Temps de la fin, le magazine, serait à 100% correct également. Je vais clarifier ce point. La raison pour laquelle ce modèle est à moitié raison, à moitié tort, ce modèle est faux, c'est à cause du sujet des dispensations. Si on prend cette ligne et qu'on l'étend, 89, 91, 96 et le 11 septembre, ici, là c'est une porte fermée. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer la prochaine dispensation, la salle d'après. Donc tout ce qui se passe ici, ce modèle vous enseigne que ça c'est la fin. On n'a pas de visibilité sur le futur. Et dans cette dispensation, la seule chose qu'on sait, parce que lorsque tu fais référence à moitié raison, moitié tort, c'est le sujet du roi du Sud. C'est au-delà de l'étude qu'on fait, d'en discuter, mais à ce camp meeting, nous avons identifié qu'à cause du sujet de l'égalité du genre, qui est le message de thèse dans cette dispensation, l'un des composants, le sujet de l'égalité du genre est lié au sujet du roi du Sud. Parce que si je peux le faire simplement comme ça, le roi du Nord est au nord, le roi du Sud est au sud. Et nous sommes au milieu. Ça, c'est l'Église, qui devrait être équilibrée, parce que nous avons Église-État et Église-État. Et eux, là, c'est hors de l'équilibre. Ce que je devrais faire ainsi, Église au-dessus de l'État et État au-dessus de l'Église. Et les deux modèles ont tort. Et là, nous devons avoir Église et État. Donc le problème de l'égalité du genre devient un composant du message du cri de minuit. Parce que là, nous allons comprendre le rôle du roi du Sud, que nous ne comprenions pas dans cette histoire. Tout ce que nous comprenions par rapport à notre version de Daniel 11, 40 à 45, c'est que ça recevrait une blessure mortelle et elle l'a reçue. Et c'est ce que nous comprenions. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, d'autres lumières qui devaient être données. Donc lorsque la lumière arrive, la raison pour laquelle nous n'avons plus de lumière sur le roi du Sud, c'est parce que tout cela, c'est à cause de tous ces sujets. Donc dans cette dispensation, le document doit être compris comme étant à 100% correct. Si vous prenez le document, mais que tu l'amènes dans notre histoire, maintenant tu dois voir ce document et l'expliquer. Tu ne peux pas donner un document qui date d'avant sans explication. Ce document aujourd'hui n'est plus à jour de date. Soit il doit être réécrit ou expliqué. Si tu donnes les chartes, par exemple la carte de 43, elle est sans date. Enfin, elle est pas à jour. Elle date de 1850. Donc elles ont besoin d'explications. Et ce que nous tendons à faire, c'est que nous tendons à utiliser les chartes comme des posters par rapport à des documents vivants. Et tant qu'on fait ça, on va toujours tomber dans ce sujet et dire qu'aujourd'hui, ce document devrait l'amener en dispensation et du coup, c'est pas à 100% correct. Donc on devrait expliquer cela quand on leur donne. Mais donc, est-ce que ça progresse ? Mais ça ne veut pas dire que ça c'était à moitié raison, à moitié tort. On dirait également que le message que Tess présente maintenant peut être complètement faux dans le futur à cause des dispensations. La raison pour laquelle ça ne peut pas se passer, elle va donner ses explications, mais je vais en donner une. Un complètement différent. La ligne des prêtres et la ligne des 144 000. Quand ce modèle a été expliqué il y a 1 an, les gens prenaient ça comme une déclaration théologique, que ça n'avait aucun impact sur nous. Nous sommes les 144 000 prêtres et lévites. Qu'est-ce que ça a
une importance pour nous. Mais maintenant, nous commençons à voir les implications. C'est l'une des choses que je pense que c'est important que nous voyons et on ne reconnaît pas. Les erreurs que nous faisons il y a un certain temps, par exemple, ça, c'est les mêmes personnes. Les gens disaient « Oh, c'est intéressant, ça veut dire qu'on ne meurt pas, mais ça a beaucoup plus d'importance. » Parce que si cela c'était 2019, ça serait 2019, Panium, ça serait Panium, loi du dimanche. Si je peux faire ainsi. Et parce qu'ils sont la même personne, 144 000 et les prêtres sont les mêmes personnes. Je ne vais pas expliquer certaines des idées derrière cela parce qu'on va juste le prendre comme ça. Alors ce que nous savons, c'est que qu'est-ce qui est enseigné ici dans l'histoire de la fin du temps de grâce, qu'on a vu en 2018, nous disons que si on a à moitié raison et à moitié tort, la dispensation est à 100% correcte. Mais lorsqu'on va à la suivante, il peut y avoir des erreurs. Premièrement, je veux identifier, je vais revenir ici, parce que nous travaillons sur deux lignes, cette balise ici, 2019, où toutes ces vérités sortent maintenant, c'est quelle balise? Cette balise, c'était l'accroissement de la connaissance. Ça, c'est la formalisation. Et ça, c'est la loi du dimanche. Ou la porte. Et une des caractéristiques de l'accroissement de la connaissance, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est un accroissement de la connaissance. Donc, en 2019, si on veut dire, dans cette histoire de 18 à 19, que c'est 100% correct dans notre dispensation, mais que dans cette dispensation, ça va aller à 50%, il faut prendre cette idée et l'amener ici. Parce que ça, c'est la même dispensation. Panium, ou Raphia à Panium, ce n'est pas une nouvelle dispensation pour les 144 000, c'est la même. Et donc nous savons, ce qui est enseigné aujourd'hui, c'est 100% correct pour notre dispensation, mais c'est également 100% correct pour cette dispensation. Donc nous savons que ce que nous enseignons maintenant ne sera pas ajusté ou changé. Je voulais juste noter la différence entre une erreur et un nouveau développement. En 1996, je dirais pas qu'il y a des erreurs. Je dirais que dans la dispensation d'après et la dispensation d'après, on continue à avoir un développement de vérité présenté dans le magazine Le Temps de la Fin. Mais je ne retournerai pas pour dire que c'était de l'erreur. La vérité qui s'étend ne rend pas l'original faux. C'est juste pour différencier les deux. Et je pense que j'ai dit l'erreur, qui est peut-être pas un bon mot. C'est pour ça que nous pouvons prendre ce document et en fait l'utiliser aujourd'hui. C'est parce que si c'était que de l'erreur, non. Est-ce qu'on a des modèles pour ce qui se passe avec Élie, Jean-Baptiste? Élie était désappointé et Jean-Baptiste était en prison. On peut parler de cela dans la prochaine présentation, je pense. Ce que Tess va faire dans la prochaine, c'est présenter une autre... on va récapituler ce qu'on a fait hier. Elle va présenter une autre ligne nouvelle prophétique pour démontrer une autre perspective de ce que nous pensons qui se passe aujourd'hui. On va terminer par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Demandons et prions une bénédiction sur nous. Seigneur, beaucoup de paroles ont été prononcées et de choses ont été dites. Nous demandons et prions que ce soit pour ta gloire et ton honneur et que cela ne soit pas utilisé pour l'œuvre de faire mal ou de détruire les gens, mais que ce soit les moyens par lesquels nous pouvons atteindre et aider et sauver des enfants. Pour toutes ces personnes qui sont impliquées,
dans cette controverse. Que ce soit directement ou indirectement, nous prions que tu sois avec eux. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.